entretenir de mes amours d'étudiants et de vieilles adultes. Le COCC, 50 ans après, j'y ai ajouté regard furtif et candide. Mes amours d'étudiants et de vieilles adultes, mais je voudrais d'abord vous rassurer, il ne s'agit aucunement de vous faire des confidences sur mes relations à caractère intime. Il n'y a ni adultère, ni inceste, mais tout juste l'empressement de partager avec vous un sentiment profond que je ressens à l'égard du COCC. Je me suis en effet, au fil des ans, attaché à ce texte, sans prendre garde jusqu'à finir presque par oublier qu'au sein du droit privé, il existe autant d'autres disciplines, tout aussi fondamentales que le droit des obligations. C'est d'ailleurs ce qui explique que de plus en plus souvent, j'ai quelques soucis à me retrouver lorsque, par devoir ou par curiosité, il m'arrive de m'intéresser à une littérature autre. Et pourtant, j'aurais dû ne pas me laisser distraire à ce point, surtout que le COCC comporte dans son intitulé même un renvoi au droit commercial. Certes, il y a déjà bien longtemps, je m'étais rapproché de cette matière, ou pour dire vrai, d'une portion de cette matière, les effets de commerce. Le thème m'avait séduit essentiellement en raison de ses accointances avec certains plans du droit des obligations. Et j'avais fini par y prendre goût, très certainement par réflexe analogique. Mais cela n'aura duré que le temps d'une rose, par suite de la disponibilité retrouvée du collègue titulaire de travaux dirigés que j'avais remplacé pour une année académique, sous l'insistance combinatoire de mon directeur de thèse, réputé être spécialiste de la discipline, tout en étant travailliste. C'est justement le droit du travail qui allait me détourner et m'envahir durant 5 ans, tant à l'époque jugé raisonnable pour la soutenance d'une thèse d'État. C'est après m'être libéré de ce lourd fardeau qui a été le sort commun de nous tous ici présents que j'ai retrouvé en 1989 le sort commun que j'ai en 89 exactement, le droit des obligations, en m'y consacrant pleinement et dans une moindre mesure en parallèle avec le droit du travail et le droit civil de la famille. C'est pour dire que ma fidélité au droit des obligations est loin d'avoir été constante. Elle a suivi en quelque sorte les vicissitudes de ma carrière universitaire, mais aujourd'hui, je me suis résigné et engagé à ne lui faire supporter aucune indélicatesse parce que sa lumière a beaucoup contribué à éclairer mon destin académique. J'ai commencé à vivre cette attirance en 2e année, L2, comme on dit maintenant, et c'est par la seule grâce du professeur qui dispensait l'enseignement. Il le faisait avec une telle éloquence, une telle assurance, une telle clarté, une telle simplicité qui s'apparentait presque toute à une désenvolture non provoquée. Or, nos aînés nous avaient fortement terrorisés sur le droit des obligations et le droit administratif, présentés comme des outils de filtrage pour l'accès en licence, bien qu'à l'époque, un certain professeur de ma génération ne fut pas encore regardé comme croque-mitaine. Je crois, avec le recul, que c'est depuis ce temps-là que j'ai été atteint par le virus du droit des obligations. Et paradoxalement, même s'il m'a infecté, il ne m'a pas affecté. Le droit des obligations a été pour moi plutôt un trépied qui m'a poussé davantage à vouloir poursuivre des études de droit. Je lui suis donc naturellement reconnaissant et je suis presque certain que, aujourd'hui encore, c'est grâce à lui que les organisateurs de ce colloque ont eu l'amabilité de m'y inviter et de me faire l'immense honneur de m'adresser en premier à cette assemblée composée de spécialistes de la discipline visée et celles qui lui sont connexes ou complémentaires. Le droit des obligations a pour siège le COCC. C'est en réalité celui-ci qu'on célèbre pour son cinquantenaire. Et il le mérite à tous égards, même si l'anniversaire est quelque peu anticipé. En effet, si le COCC a été adopté en 1963, dans sa première partie générale, et en 1966 pour la deuxième partie relative aux contrats spéciaux, seuls ces 2 éléments retiendront notre attention ici. Son entrée en vigueur a été différée jusqu'en 1967 pour tenir compagnie au Code des obligations de l'administration. Les buts assignés à une législation nouvelle dans le contexte des indépendances
pouvait se ramener à un triptyque: favoriser le développement, favoriser la cohésion nationale et faciliter les relations avec autrui. Il peut sembler dès lors surprenant que, pour une codification d'une telle envergure, le processus d'élaboration ait pris si peu de temps, avec si peu de membres, 22 au total, 18 pour la commission de codification et 4 pour la rédaction. C'est pourtant loin d'être une légèreté. Les autorités avaient senti le besoin urgent de mettre en place une législation tournée vers le développement économique tout en prenant en compte les réalités d'un pays nouvellement indépendant. Il n'a jamais été question de renoncer à l'exigence du Code civil français, qui est demeuré la source principale d'inspiration, mais il a aussi été fait appel à d'autres systèmes de droit. L'objectif était de pouvoir rassembler dans un texte unique l'ensemble des obligations civiles et commerciales avec un souci d'efficacité supporté par une orientation moderne en adéquation avec l'évolution contemporaine de l'époque. La pédagogie de la proximité a conduit les rédacteurs à se référer d'abord aux solutions déjà acquises en droit français. La nécessité s'est ensuite imposée de recourir en tant que de besoin à des mécanismes et concepts venus d'ailleurs, mais susceptibles de compléter ou d'enrichir le socle originel. C'est sous cette physionomie que le COCC a été mis en branle en 1967. Depuis, il a été peu modifié, avec une stabilité pas très éloignée d'un immobilisme forgé dans le marbre, voire d'un immobilisme d'airain. Par contre, il a aussi depuis quelques années subi de nombreux assauts qui l'ont amputé d'une bonne partie de son ossature d'antan. C'est d'abord le législateur national, avec des lois spéciales, qui vient réglementer tel secteur, bien souvent pour des considérations économiques. C'est ensuite la BCAO, l'UMEOA, la CIMA, qui prennent en charge des aspects qu'elles estiment liés à leur mission. C'est enfin et surtout l'OADA, qui exerce sans retenue son hégémonie acceptée par tous les États membres. Si malgré ces diverses opérations chirurgicales, le COCC appelle à être célébré aujourd'hui, c'est certainement en raison de son importance et de son utilité pour la compréhension du droit. Il reste en effet en survie ce qui constitue le souffle du droit des obligations, notamment sa théorie générale, le droit de la preuve, les sources des obligations, le régime général, les contrats spéciaux, ou du moins certains contrats spéciaux. Mais aussi, avec ce colloque en filigrane, on voudrait bien savoir comment le COCC a pu résister à autant d'agressions et jusqu'à quand pourra-t-il faire encore preuve de cet esprit de résilience, surtout qu'une ultime attaque oadienne s'avère imminente. L'ampleur de l'objet de notre rencontre et la présence significative des différents secteurs du droit laissent entrevoir grâce au savoir croisé de féconds et réflexifs échanges. Il m'est alors particulièrement hors propos de simplement envisager pouvoir m'entretenir avec vous sous forme de leçons de surcroît qualifiées d'inaugurales. C'est pourquoi je vous invite en toute cordialité à reconnaître à mes propos sélectifs leur dimension véritable, celle d'une analyse furtive, donc sans prétention d'exhaustivité, encore moins d'intensité. Je ne détiens point de réponse présomptueuse et affirmée. Je voudrais plus simplement exposer quelques idées introductives. Je vis aussi avec d'autres interrogations additives qui trouveront certainement réponse à l'issue de nos travaux. Cependant, cette ambiance faite de questionnement, tout à la fois de doutes et de certitudes relatives, n'affecte guère l'idée que je me suis déjà faite sur le COCC. Elle n'a pas a priori pu m'empêcher de vouloir continuer à clamer haut et fort les sentiments que je nourris pour le COCC, plus exactement pour ce qui reste du COCC. Pourtant, je ne suis point aveuglé par la passion, mais en dépit de tout, voire de tous, je regarde toujours le COCC avec les yeux de Chimène. C'est le sentiment indélébile que j'ai pour lui aujourd'hui. C'est donc l'amour du moment, l'amour de l'instant. Et comme j'entends le lui assurer, c'est mon souhait, à tout le moins sans discontinuité, ce sera aussi un amour de toujours, un amour de tout temps, pour ne pas dire comme les autres, aujourd'hui mieux que demain. D'abord, le COCC, un amour de l'instant, du moment. Le COCC, un amour de l'instant, j'exprime mon sentiment sans gêne, sans retenue, parce qu'il apparaît au premier regard que le COCC est rempli de dorures et de parures. C'est assurément une fortune déjà constituée, un trésor à préserver. Mais la pratique a fini de révéler que ce trésor peut s'effilocher si sa gestion n'est pas sécurisée. D'abord, un trésor à préserver, ensuite, une gestion à sécuriser. Le trésor à préserver,
La tentation la plus forte pour le législateur était de transposer tout simplement le Code civil, comme l'avaient fait déjà certains, même si l'interprétation pouvait ne pas suivre. Le Sénégal a opté pour une nouvelle législation qu'il a voulu moderne et efficace dans la perspective de ses objectifs de développement. En réalité, si on devait procéder par oxymore, il s'agit d'une fine rupture, car le texte adopté reste toujours dans le sillon du droit français, mais avec des ouvertures innovantes. Des voix venues d'outre-Atlantique et de l'Hexagone n'ont pas manqué de saluer l'œuvre, se ralliant ainsi aux appréciations des professeurs de droit et des praticiens du terroir, tout en relevant les limites inhérentes à toute entreprise de cette nature. C'est vrai qu'en la matière abstraction faite de l'Éthiopie, le Sénégal a été un précurseur, un pionnier, et il n'est point exagéré de croire que le COCC, père des côtes africains, a rapidement rayonné jusqu'au-delà de nos frontières pour que notre voisin le plus proche l'ait presque repris comme tel. Ceux parmi nous qui ont eu l'opportunité des missions d'enseignement au Mali ont toujours la forte impression que le RGO, Régime général des obligations malien, a une filiation étroite avec le COCC. C'est que le COCC est présenté sous une physionomie attachante. Il se décline en titres et en livres avec parfois des supports préliminaires. Il est rédigé simplement, sans ésotérisme apparent et compulsif. Il est sobre dans son style, il est précis dans ses descriptions. Ce sont là autant de qualités qui ont la vertu de rendre le droit plus digeste. C'est ce que l'on traduit aujourd'hui par l'accessibilité de la loi, son intelligibilité, à qui on impute d'ailleurs une valeur constitutionnelle. On retrouve par ailleurs dans le COCC cette ambition ostensiblement manifestée de vouloir rassembler dans une réglementation unique toutes les obligations civiles et commerciales de droit dit moderne et de droit coutumier, même si sur ce dernier terme, le droit français s'était déjà imposé en matière contractuelle. Il y a par ailleurs dans le COCC tout un ensemble de principes et de règles qui participent de la bonne régulation sociale, juridique et économique. Certes, cet ensemble n'est pas éloigné du droit français. Il s'en inspire et s'en démarque à la fois et même il le devance. C'est donc sans surprise que l'on retrouve le principe de la force obligatoire du contrat, celui de la responsabilité civile, tout juste avec des variances dans la formulation. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, nouvelle rédaction du Code civil de 2016. Le contrat légalement formé crée un lien irrévocable, article 87 du COCC. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute de lequel il est arrivé à le réparer. Code civil 1382. Celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui est tenu de le réparer. J'ai convenu pour ma part que le langage du COCC est tout aussi expressif que celui du Code civil, mais il est aussi plus pédagogique. Le législateur sénégalais a pratiquement tiré profit de l'immense travail jurisprudentiel et doctrinal de l'époque, en codifiant les solutions acquises et en essayant de les adapter le cas échéant. Et c'est ici que l'on retrouve le reproche le plus récurrent, celui du mimétisme. Mais là, je crois qu'il est parfois nécessaire de se départir d'un certain négatisme à fleur de peau, chaque fois qu'il est question de recourir à une législation d'emprunt. Le mimétisme en soi n'est pas abject, il ne constitue pas un renoncement, encore moins un reniement. C'est le mimétisme brut, irréfléchi, qui peut être source de soucis par rapport à sa réception. Lorsque le mimétisme est éclairé, lorsqu'il est fonctionnel, c'est-à-dire au service d'une cause opportune, ce mimétisme peut être sollicité sans dommage parce qu'il est bien conçu et bien mis en œuvre. En quoi, par exemple, le principe de la force obligatoire, celui de la liberté contractuelle, de la responsabilité civile, de la non-rétroactivité de la loi, et pour sortir du droit civil, le procès équitable, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, le respect des droits de la défense, la présomption d'innocence, en quoi tous ces principes nous ont-ils desservis alors que nous les avons adoptés chez les autres et après les autres? Mais je sais aussi, il faut éviter de se tromper de plaisir. Le plaisir de croire que le droit français est notre droit national. Il ne l'est pas, il ne le sera jamais. Il ne saurait non plus être un trempontin nous permettant de nous propulser dans les cieux célestes pour rencontrer Thémis ou à la limite Zéus. C'est ainsi qu'il m'est venu de considérer l'œuvre accomplie par le législateur sénégalais avec beaucoup de sagesse et de prévenance. Il a rénové à partir du droit français, mais en évitant les confusions et les imprécisions. Il est même allé parfois plus loin par plusieurs points significatifs que l'on peut considérer comme positifs. D'abord, ou par exemple, sur la caducité de l'offre
en cas d'incapacité ultérieure ou de décès du sollicitant, sur le transfert de propriété solo consensu, sur la consécration expressis verbis de la liberté contractuelle, sur l'exception d'inexécution, sur la possibilité offerte au juge de réduire l'obligation du créancier à sa demande suite à un manquement grave du contractant, sur la représentation bien réglementée dans le COCC, sur la cession du contrat, sur la preuve des actes illettrés. Autant de textes ou de mécanismes qui n'étaient pas prévus par le Code civil. Même un auteur particulièrement critique à l'égard des législations africaines a dû admettre les vertus de l'orientation moderniste du COCT. C'était certainement à son corps défendant, car il lui impute aussi, ici et là, les mêmes tares que le Code civil, avant de conclure que la codification a été l'occasion moins de créer un droit nouveau que de restaurer le système juridique antérieur. L'auteur, Pierre Bourrel, à la plume toujours acérée, n'avait d'ailleurs pas manqué de s'interroger sur l'utilité d'une théorie générale des obligations au Sénégal, tout en préjugeant de la disparition prochaine des principes consacrés. Et c'est d'ailleurs ce même discours qu'il a repris avec l'avènement de l'OHADA, droit venu d'ailleurs. Sur ces deux points, le réel lui a donné tort sans ménagement. Mais pour nous, ce qui importe dans le schéma de notre analyse, c'est la reconnaissance. Peu importe le délit. Depuis 50 ans, il nous a été donné l'occasion de constater que le COCC s'est relativement bien conservé. Certes, les principes dont il s'est prévalu tantôt ne sont pas restés statiques. Ils ont suivi parfois et subi les idées nouvelles et les réflexions qui les sous-tendent. C'est ainsi que dans le droit des contrats, cela aurait aussi pu valoir pour le droit de la responsabilité, la volonté n'est pas parvenue à profiter à temps plein de la quiétude reconnue au sanctuaire. Elle a dû cohabiter avec de nouvelles exigences, particulièrement nécessaires à notre temps, comme diraient les constitutionnalistes. La recherche de la justice contractuelle, de l'utilité sociale du contrat, de son efficacité économique, de la protection du contractant vulnérable. Ces impératifs contemporains ont surtout permis de se faire une autre idée sur le contrat, une idée en meilleure adéquation avec les vécus contractuels. Ce mouvement du temps a apporté avec lui des transformations qui ne pouvaient épargner les doctrines. Sur le contrat, celles-ci ont dû s'adapter. Le droit des contrats n'est plus perçu sous le prisme d'un individualisme narcissique et d'une liberté factice. C'est plutôt un renouveau contractuel qu'il s'agit. Il se présente sous une figure plus vertueuse, même s'il n'est pas sans avatar. Le droit des contrats s'est propagé partout, même au-delà de ses frontières classiques. Il a investi tous les secteurs qui lui étaient fermés jadis. Droit pénal, droit de la famille, droit de l'environnement, droit international, droit administratif, le commerce électronique, l'audiovisuel, le droit du transport. Dans le même temps, la variété des contrats ne cesse de s'accroître grâce à l'imagination féconde de la pratique. À côté du contrat échange permettant la circulation des biens et des services, d'autres modèles de contrats s'affirment. Contrat de groupe, ensemble contractuel, contrat organisation, contrat coopération, contrat partenariat. Il nous faut accompagner cette évolution qui aujourd'hui est irrésistible parce qu'elle participe d'une dynamique découlant de l'ordre naturel des choses, sans pour autant se laisser doctement subjuguer par l'air du temps. Devant cet inventaire indicatif qui a permis de dresser et de constater les richesses du COCC, il peut d'ailleurs transparaître parfois un sentiment de douce, légère et fine fierté en constatant une sorte de mimétisme à rebours lorsque l'on se permet d'imaginer, même de façon subreptice, que le nouveau droit français issu de l'ordonnance de février 2016 a pu s'en inspirer. Je me suis alors permis de croire que le COCC a, dès 1963, avait déjà envisagé l'avenir. L'essentiel consiste à pouvoir exploiter judicieusement ce corpus de règles tournées vers la sécurité juridique et l'efficacité attendue. C'est dans cette perspective que se situe l'impératif d'opérer une gestion renforcée, une gestion sécurisée. C'est le dernier terme de mon propos, une gestion à sécuriser. La gestion utile et féconde du COCC est essentiellement l'œuvre du juge. C'est dans cette perspective qu'on a pu écrire, en l'état actuel, la réforme a apporté une modification profonde des méthodes de juger et même des méthodes de penser. Quelle portée faut-il attribuer à cette affirmation après 50 ans d'application du COCC? Elle nous invite en tout état de cause à scruter nos postures, respectives, celles de ceux qui jugent et de celles qui n'ont comme arme que leur plume. Les uns, comme les autres, ne semblent pas avoir suffisamment joué leur rôle. Il arrive que la Cour suprême elle-même se fasse difficilement comprendre, notamment lorsqu'elle estime dans une vente de cession d'actions, que le dol, professeur Wahab,
n'est pas constitué, même lorsque le cédant a gonflé l'actif de la société et minoré son passif, tout en promettant des documents comptables dont l'existence n'a pu être établie par l'expert désigné pour attester de leur sincérité. Que faut-il donc de plus? Est-on censé demander à la Cour suprême pour qu'il y ait dol? Mais ce serait véritablement porter atteinte à la majestueuse image de la haute juridiction s'il nous venait à l'idée, ne serait-ce que le temps d'y penser, que cette décision factuelle pouvait servir d'aiguillon dans l'appréciation de la jurisprudence. De plus en plus, la Cour suprême parvient à faire respecter les dispositions du COCC. Il faut donc saluer cet effort depuis quelques années de la haute juridiction à faire valoir son autorité chaque fois que de besoin, même si c'est parfois la suite de valses hésitations qui n'ont pas été sans préjudice pour la sécurité juridique. L'illustration la plus récente renvoie à la cacophonie issue de la question de la validité de la promesse de vente ayant pour objet un immeuble. Fallait-il subordonner cette validité à l'exigence d'un acte notarié, comme le prévoit la loi pour le contrat définitif, ou pouvait-on se satisfaire d'un simple acte sous seing privé? La contrariété des décisions avait atteint son paroxysme jusqu'à ce que les chambres réunies décident d'y mettre fin définitivement. La Cour suprême est ainsi revenue à l'orthodoxie, mais c'est après avoir plusieurs fois partagé et entretenu l'incertitude avec les juges du fond, par suite d'une interprétation confuse et maladroite, mais il est rassurant aujourd'hui de constater cette orientation vers la recherche de la bonne interprétation de la règle de droit. C'est plutôt au niveau des juridictions de fond que l'inquiétude est bien souvent au rendez-vous, surtout que le contentieux n'arrive pas toujours en haut lieu pour emprunter aux politiques. Les juges du fond ont donc la possibilité de faire incliner durablement la solution du litige dans un sens ou dans l'autre. Mais là aussi, il ne s'agit point de leur jeter la pierre. D'ailleurs, il leur arrive fréquemment de retenir des solutions en parfaite adéquation avec la prescription de la loi ou de faire preuve d'une certaine hardiesse. Dans ce double volet, je voudrais partager avec vous quelques décisions conformes. Il y en a 6, mais je me garderai de les commenter pour éviter de vous lancer déjà, parce qu'il en reste. D'abord, le juge a eu à décider, le juge du fond sénégalais, conformément au droit, que lorsque le banquier se charge du suivi des intérêts d'un client auprès d'un tiers, il agit non pas en qualité de dépositaire, mais de mandataire. Il a raison. Sa responsabilité peut donc être recherchée sur ce fondement. Il a aussi dit que la preuve de la propriété d'un immeuble résulte de la mention du livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 383 du COCC. Par suite, le titulaire de droit coutumier, qui n'a pas régularisé dans le délai imparti par la loi, ne peut se prévaloir d'un quelconque truc. Il a aussi dit que la donation d'un immeuble se fait devant notaire. L'article 18 du COCC a conféré à l'acte authentique une force à l'égard de tous, jusqu'à inscription de faux. Et donc mal fondé celui qui demande la nullité de la convention et qui n'a pas usé de cette procédure. Il a par ailleurs décidé, en reconnaissant sa qualité de garant, et qui exécute quelqu'un, le débiteur qui reconnaît sa qualité de garant et qui exécute partiellement son obligation, est malvenu pour contester son engagement en violation de l'article 96 du COCC. Le contrat légalement formé crée entre les parties un lien irrévocable. La vente d'un bien successoral immobilier qui n'a pas recueilli le consentement de certains ayants droit méconnaît de ce fait un des éléments essentiels à la formation et à la validité du contrat. Donc, la décision encourt l'annulation. L'allocation de dommages-intérêts n'est pas subordonnée à la production d'un contrat certifié conforme au nom. Elle est la conséquence de l'existence et de la preuve du préjudice subi par le demandeur. L'éventail de ces décisions référencées a pour souci de relever le degré d'imprégnation des juges du fond par rapport au COCC. Il atteste en effet que les juges se sont appropriés les dispositions du COCC. Dans tous les cas précités, ils parviennent à manier le texte avec dextérité et toujours dans le sens indiqué par la loi. Mais il y a des appréhensions, surtout au niveau de la motivation. Là aussi, il y a des exemples. Je ne peux manquer de commenter quelques décisions pour vous montrer le degré d'incohérence dans la motivation. Il y a une première décision, mais là, je le dis avec beaucoup de plaisir parce que l'annotateur émérite. C'est un juge qui admet l'équivalence sans hésitation d'une copie de mail comme preuve électronique. Mais il estime
que le mail en question ne remplissait pas les conditions d'intégrité et d'impartialité. Et pourtant, il se réfère au mail pour donner sa situation. Il dit, le mail n'est pas bon, mais je m'en réfère pour donner une solution. Et le magistrat qui est dans la salle dit, par quelle logique la juridiction d'appel a-t-elle pu, après avoir dénié toute valeur probatoire aux emails non signés, forger sa conviction sur les mentions contenues dans les copies d'emails versées au débat? Premier exemple. Deuxième exemple. Un concessionnaire vend 2 véhicules à un avocat et à un gérant de pharmacie. Des acomptes sont versés. La dévaluation survient. Arrêt Guedelfal, pharmacie du boulevard Centenaire. Le concessionnaire refuse, en tout cas, met du temps à délivrer la commande. La partie demande au juge de livrer. Le juge rend la décision en décidant tout simplement livrer les véhicules. Mais c'était l'occasion inédite pour se prononcer sur une jurisprudence extraordinaire, la théorie de l'imprévision. Mais même sur ce point, on peut être un peu indulgent avec le juge, compte tenu de sa qualité. Il s'agissait du juge des référés, qui n'est pas compétent pour se prononcer pour le fond. Mais là, c'était une très bonne occasion de nous dire, théorie de l'imprévision, canal de Craponne, c'est très loin, même si nos ancêtres sont des Gaulois, de nous dire, en droit sénégalais, nous avons 2 exemples patents. Troisième exemple, une banque procède au blocage d'un compte épargne de son client au motif que ce dernier n'a pas honoré son engagement consécutif à une ouverture de crédit. Le débiteur fait valoir que la banque a violé le principe d'indépendance des comptes en même temps que l'obligation d'information qui était à sa charge. La Cour d'appel dit, moi quand j'ai lu le premier attendu, j'ai dit, oh, voilà une décision. Attendu que l'ouverture de compte est un contrat d'adhésion. La Cour continue. Comme tout contrat, il obéit aux règles qui gouvernent le contrat. Donc la banque a le droit de bloquer le compte. La banque a le droit de ne pas respecter. Il vous appartient de prouver l'obligation d'information. Mais lorsqu'on évoque la qualification de contrat d'adhésion, c'est pour faire comprendre que ce contrat obéit à des règles à part. Mais l'occasion est manquée ici par le juge sénégalais pour l'une des rares fois où il utilise le terme de contrat d'adhésion. Il y a donc dans cette décision une richesse insoupçonnée dont le juge n'a pas pris conscience. Il y a, je crois que je vais m'arrêter là, parce qu'il y en a tellement. Mais je ne peux manquer de citer une décision qui m'a fait sortir de mes gonds, si j'ose dire. Une société éprouve des craintes sur le prêt accordé, une banque éprouve des craintes sur le prêt accordé à une société. Envoie une lettre à la banque, le directeur général répond, je peux vous assurer que si ma société ne paie pas, je vous paie personnellement. La société tombe en faillite, le banquier demande au directeur de payer. Il avait pris l'engagement. Le juge dit, attendu que vous n'ayez pas respecté la mention manuscrite, la formalité du bon pour, cette lettre ne vaut rien. D'abord, c'est une confusion manifeste entre la formalité probatoire et la formalité de fond. Mais supposons à titre de raison ou de déraison qu'on ait respecté la formalité du bon pour. Quelle aurait été la valeur de la lettre? Un contrat de cautionnement? On aurait dit, le juge aurait pu dire, le fait de n'avoir pas répondu à la lettre, c'est un silence. L'une des rares hypothèses dans lesquelles le silence peut valoir acceptation. Donc le contrat de cautionnement est formé, donc parce que vous avez dit, s'il ne paie pas, je paie. Et ça, le cautionnement, c'est ça. À l'époque, il n'y avait pas encore le RODA. Le juge aurait pu dire, si c'était respecté les formalités probatoires, que c'est un engagement unilatéral. Or, là, nous n'avons jamais accepté l'engagement unilatéral comme les Français. D'ailleurs, chez nous, il y a un texte qui prévoit que l'incapacité ultérieure rend l'offre caduque. Ce qui atténue un peu les discussions, mais ça ne les enlève pas. Sur ce problème aussi, le juge sénégalais a manqué de créer l'obiter dictum, de créer une solution d'inspiration, parce qu'il est passé à côté. Ce sont ces inconduites, qui parfois sont notoires, qui me poussent à parfois avoir quelques appréhensions. Mais ce n'est pas seulement le juge. Ce n'est pas seulement le juge, et je ne voudrais pas souffrir ici devant mes collègues le martyr. Il nous faut aussi subir l'épreuve de la flagellation. L'analyse, en effet, serait partielle et partiale si on s'en arrêtait là.
Dans cette recherche de consolidation du droit, la doctrine ne saurait être épargnée. Il y a à ce propos un jeu de rôle bien connu, qu'il n'est pas besoin d'expliquer outre mesure. Sous son format le plus simpliste, la règle de répartition voudrait que le législateur s'occupe des lois, que le juge les applique et au besoin les interprète. Quant à la doctrine, son rôle, sa fonction, sa mission, c'est d'analyser, d'expliquer, de critiquer, de proposer uniquement pour faire avancer le droit. Il est vrai que sous ce registre, le fardeau semble bien lourd, surtout qu'à une époque encore relativement récente, on pouvait aussi souffrir de l'inaccessibilité de notre jurisprudence. Mais on ne peut s'accommoder de cette posture pour légitimer de ne pas être présent. Merci. La réflexion à partir de la jurisprudence est fortement pertinente, car elle est attachée au réel. Mais la réflexion abstraite est tout aussi opportune, parce qu'elle met l'esprit en mouvement à la recherche de cohérence. Il nous faut ici admettre que notre voix n'est guère audible. Comme le disait pertinemment un grand ami, le doyen Yao Diouf, à propos de nos États, il y a pourtant beaucoup d'opinions émises par les spécialistes sur telle ou telle autre discipline. En droit de la famille, beaucoup. En droit pénal, peu. En droit social, encore moins. En droit processuel, presque pas. En droit des biens, rarement. En droit des obligations, pas assez. En droit au WADA, presque trop. J'ai voulu mesurer avec vous ces statistiques à la fiabilité certainement douteuse. Mais l'étendue du déséquilibre est profond. Il nous appartient de chercher des solutions. Mais il ne me semble pas que le lieu soit ici le mieux à propos. Pour le moment, il faut constater, pour s'en désoler, que la doctrine sénégalaise, en général obligationniste, si ce barbarisme est permis, n'est pas encore un pouvoir de suggestion et de proposition. Elle n'est pas encore devenue ce qu'elle est censée être, une autorité capable de contribuer efficacement à la promotion, au rayonnement du droit des obligations. Mais je constate le nouvel esprit qui anime de plus en plus certains d'entre nous, esprit qui a facilité l'aboutissement de nombreuses publications enrichissantes sur le droit des obligations, articulées ou non, avec une autre discipline. Je me fais évidemment le devoir d'en citer certaines, sans les auteurs. D'abord les thèses de responsabilité du salarié, l'ordre public, le crédit bail, le montage contractuel. Ensuite des articles où le pouvoir en droit privé, la bonne foi, une fonction régulatrice du droit des contrats, l'obligation de restitution en droit privé, l'article 121 du COCC où le bouleversement du droit commun de la responsabilité civile, l'exécution forcée des obligations de faire en droit sénégalais, glose des articles 105 et suivants, l'exécution forcée dans le pacte de préférence, liberté contractuelle et ordre public dans le nouvel acte uniforme relatif au droit des sociétés, les formalités contractuelles en droit sénégalais du travail, le transfert de propriété dans la vente d'immeubles immatriculés en droit sénégalais, contribution à l'obligation de donner en droit sénégalais, les transactions immobilières, réflexion sur l'article 6.24 de l'avant-projet de l'acte uniforme sur le droit des contrats. J'ai le sentiment que cet terrain ne sera plus ralenti par l'hégémonisme oadien. Et c'est pour moi une autre raison de continuer à chérir aujourd'hui comme demain, et bien moins qu'hier, le droit des obligations. C'est un amour de tout temps, un amour de tous les temps. Le COCC. Le COCC, un amour de tout temps. Pour beaucoup d'entre nous, c'est par le COCC que l'on découvre le droit. C'est certainement l'un des premiers cycles auxquels on s'habitue lorsqu'on entreprend des études de droit. C'est vrai que par la suite, il est possible de prendre ses distances à son égard, surtout s'il vous a laissé de mauvais souvenirs lors des confrontations périodiques imposées par les spoliations. J'ai eu l'avantage, plutôt la chance, d'avoir été épargné sur ce point, et je crois que c'est depuis qu'il a dû commencer à exercer son charme sur moi. Si la séduction est restée intacte, son pouvoir a pu cependant être parfois fragilisé en raison de certaines scories qu'il est nécessaire d'effacer, mais pour en maintenir le souffle, il faut un peu plus d'avantages. Le COCC ne semble pas avoir besoin d'opérer sa mue. Il lui suffit tout au plus de s'ouvrir à certaines orientations contemporaines. Il y a quelques innovations qui mériteraient d'être consacrées. Le COCC, un amour de tous les temps, contient des scories à effacer, mais il a aussi besoin d'innovations à consacrer. Des scories à effacer. Il y a déjà plus d'une vingtaine d'années, j'avais eu à manifester mon irrévérence au législateur qui m'avait paru prendre quelques libertés dans sa méthode d'élaboration des lois, ce qu'on appelle aujourd'hui la légistique. Mais avec le recul,
je mesure le caractère parfois présomptueux de mes propos d'alors, péché véniel qui guette tout nouvel agrégé ou tout nouveau docteur. Mais aujourd'hui, encore j'ai le sentiment que le COCC renferme toujours en son sein des dispositions discutables dont il pourrait se passer sans coup férir. Certaines de ces dispositions pourraient simplement être réaménagées à travers une formulation mieux élaborée. Ici, j'ai pris le pari de ne m'attarder d'abord que sur le texte phare de la responsabilité civile. Il est ensuite, par contre, d'autres dispositions dont le maintien peut ne pas sembler nécessaire. Les textes qui méritent d'être réaménagés. J'aurais pu commencer par l'article 119 du COCC sur la définition de la faute, un manquement à une obligation préexistante de quelque nature qu'elle soit. Certains ont déjà fait remarquer la relativité de cette conception unitaire de la faute, héritage reconnu de Pragnol, auquel toutefois les héritiers légitimes ont renoncé. Le COCC en a fait un élément essentiel de son actif dans le patrimoine de la responsabilité civile, mais il semble n'avoir pas eu pleine conscience de toutes les conséquences qui se rattachent à une telle option. Dans une première lecture, l'identité de la faute délictuelle et de la faute contractuelle devrait avoir pour effet d'écarter la distinction classique entre ces deux régimes de responsabilité. Notre collègue Françoise Dien affirme de façon péremptoire qu'il n'y a pas de distinction en droit sénégalais de la responsabilité délictuelle et contractuelle. Or, l'examen du COCC, aussi bien dans sa partie générale que dans les contrats spéciaux, atteste manifestement du contraire. De même, la pratique et la doctrine, dans leur méthode d'analyse, adoptent le même schéma. Le recteur Kader Boy aurait fait allusion à une diffraction du discours pour souligner cette apparente contradiction du législateur et sur un autre registre de bouleversement du droit commun de la responsabilité civile. Le professeur Correa semble avoir une préférence prononcée pour l'illicéité, partageant ainsi certainement les travaux constructifs du professeur Marc Puech sur la notion. Sur le principe, ces diverses appréciations ont le mérite de mettre en relief les limites de la définition retenue. Mais j'avoue avoir peu d'attirance pour une définition autre que la faute. Et je crains que l'occasion soit ainsi trouvée d'opposer frontalement la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle, d'autant plus que la faute en soi a les traits d'un sphinx et renaît toujours de ses cendres en gardant sa verdeur, même s'il lui arrive d'être logé à une place qui n'est pas la sienne, pour reprendre Philippe Le Tournon. Je m'autorise en effet de croire que si celle-ci est toujours maintenue sous cap dans le COCC, elle aurait l'avantage sur certains aspects de nous dispenser non seulement des querelles exacerbées entre partisans et adversaires de la responsabilité contractuelle, mais aussi de l'incertitude des constructions qu'on y rencontre. Chez ceux qui nous inspirent très souvent, et parfois malgré nous, il a été soutenu par des voix autorisées, tous deux étant mes anciens professeurs, Philippe Rémy et Philippe Le Tournon, que la responsabilité contractuelle n'existe pas. Qu'il est un mythe. Les dommages et intérêts contractuels dont l'octroi est nommé indemnisation ou réparation constituent en réalité un mode d'exécution du contrat imparfait, car différent sans doute de celui qui était prévu et souvent différé. Mais mode d'exécution tout de même, il est arrivé aussi que la jurisprudence décide que le seul manquement à l'obligation contractuelle est source de responsabilité sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un préjudice. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. Se trouve-t-on encore dans le régime de la responsabilité contractuelle lorsqu'on admet l'action directe dans certaines chaînes de contrat, refoulant ainsi quelque peu la distinction entre les parties et les tiers, où le principe de la force obligatoire est son pendant inverse? L'interrogation devient plus persistante quand c'est l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui vient jouer sa partition en affirmant, je cite, un tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. C'est aujourd'hui ainsi que se présente l'autre aspect de l'opposabilité du contrat par les tiers, c'est permettre à un tiers de tirer profit d'un contrat comme une partie, parce que la responsabilité contractuelle le prévoit. Ce bref détour a pour souci de souligner la fragilité de nos certitudes d'antan, dès l'instant que l'on se retrouve dans les affres de certaines distinctions, certes parfois nécessaires, mais en même temps toutes relatives. Je reviens en France. Il faudra certainement attendre la réforme envisagée de la responsabilité civile pour espérer retrouver un retour au principe de la relativité de la faute contractuelle. L'article 1234 de l'avant-projet sur la responsabilité civile dispose: lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause
direct du dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation que sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs de responsabilité délictuelle. Retour à l'octroi. Mais même avec l'option de la loi, le débat en France ne serait pas clos pour autant, car faisant réaction à la publication de l'avant-projet, un auteur particulièrement avisé, Geneviève Vinet, estime que le texte est incohérent tant qu'il n'aura pas admis la possibilité qu'on puisse permettre aux tiers d'invoquer le contrat dans la limite des clauses de réparation qui sont introduites dedans. C'est pour vous dire que ce tableau est déjà assombri, alors qu'on n'a pas encore digéré en France l'admission de la validité des clauses relatives à la responsabilité délictuelle, même si les dommages corporels en sont exclus dans l'avant-projet du Code civil. C'est reconnaître qu'il reste toujours, c'est Vinet qui parle, à clarifier une distinction qui s'est perdue dans les sables de la spéculation abstraite et qui ne sert guère plus qu'aujourd'hui qu'à alimenter des controverses doctrinales et un contentieux aussi abondant qu'artificiel et inutile. Geneviève Vinet, 2016. Novembre 2016. Je vois là autant de motifs qui suggèrent de ne pas trop se laisser entraîner par les lueurs d'une fausse embellie. Je préfère le maintien de notre conception unitaire de la faute qui n'a guère empêché des rencontres fréquentes avec la responsabilité contractuelle. En droit sénégalais, on rencontre expressément la responsabilité contractuelle. Dans la loi sur les transactions électroniques, il y a une section intitulée « Responsabilité contractuelle ». Et un article qui dit « Le fournisseur est responsable de plein droit de l'exécution des obligations du contrat, que ces obligations soient exécutées par lui-même ou par d'autres prestataires, sans préjudice de son droit de recours contre ceci. » Non seulement on accepte le principe de la responsabilité contractuelle, mais on accepte le principe de la responsabilité contractuelle du fait d'autrui. Le débat est clos. La responsabilité contractuelle existe, mais la définition donnée par le COCC ne permet pas de le découvrir. Mais elle existe là, le législateur sans le faire expressément. C'est pourquoi je n'ai pas insisté sur l'article 119, malgré les pertinentes observations du professeur Correa. Je n'ai pas non plus souci pour chercher à situer les prémices d'un principe général de responsabilité du fait d'autrui, comme cela s'est produit ailleurs. Je doute fort que chez nous, on puisse trouver des articles à surprise, comme dirait mon professeur Raymond Leger, qui pourrait inciter à le penser ou à le croire. D'abord, les textes qui pourraient servir de prétexte ne sont pas l'exact reprise de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, qui a été le fer de lance dans le bouleversement de la physionomie originale de la responsabilité civile. Ensuite, ceux qui l'avaient consacré avec éclat sont presque sur la voie du recul. Mais il n'en reste pas moins que dans le COCC, la responsabilité parentale et celle du commettant mériteraient, à mon avis, une cure de jouvence pour les mettre en harmonie avec ce qui, aujourd'hui, paraît mieux justifier leur maintien. Le fait d'imputer aux seuls parents la responsabilité du fait dommageable causé par l'enfant cohabitant avec eux me semble procéder d'une perception déformée de la réalité. Peu sont les foyers sénégalais où on ne trouve que des enfants et leurs pères et mères, ou tout autre parent. Il y a des enfants qui sont chez autrui, au Sénégal, de façon permanente, sans aucun lien établi de parenté avec ceux qui les ont ainsi accueillis. Et même si par extraordinaire, le lien se trouvait établi de parenté avec ceux qui les ont ainsi accueillis, je ne crois pas qu'on puisse imputer la responsabilité aux parents. La garde qui est exercée est plutôt une garde de fait et non de droit. C'est pourquoi je militerai pour qu'on étende le champ de la responsabilité des parents, mais qu'on dégage les parents qui peuvent ne pas être responsables, c'est plutôt les personnes qui assurent la garde auprès de l'enfant. Il faut ici que le droit s'adapte aux faits. Quoi que pu écrire Athias et Linotte, qui tous deux étaient mon prof aussi, il serait alors de meilleure option d'envisager une extension de la catégorie des personnes susceptibles d'être responsables en allégeant les conditions de mise en jeu de ces responsabilités parentales. J'ai aussi, pour la responsabilité du commettant, une autre vision que celle que nous sert encore le COCC. D'abord, il ne serait pas superflu de dissoudre la responsabilité des artisans dans celle des commettants. Il y a tellement de petits mécaniciens, de petits charpentiers, de petits maçons, de petits menuisiers qui apprennent du maître tout en exécutant des prestations au profit de ce dernier. La réglementation de l'artisanat au Sénégal, telle qu'elle est envisagée,
n'est pas conçu pour prendre en charge ses apprentis d'un genre particulier, sauf à les considérer comme des préposés. Ensuite, c'est là le condensé de mon propos. La volonté affirmée par le COCC à l'égard des commettants est sans ambiguïté. Le commettant est responsable même en cas d'abus de fonction, dès l'instant qu'il existe un lien de causalité ou de connexité avec l'exercice des fonctions. Il peut aussi être déclaré responsable sur le fondement de la théorie de l'apparence. Et comme on convient par ailleurs que l'exonération du commettant ne peut s'opérer sur la base d'une faute, ni de choix, ni de vigilance, la victime est presque toujours assurée de toujours obtenir réparation. Cette volonté protectrice est sans aucun doute plus marquée dans le COCC, mais il me semble que le préposé ne bénéficie guère de cette faveur. La responsabilité du commettant n'exclut pas la sienne, et la loi ajoute expressément que le commettant et le préposé sont solidairement responsables, article 149. Or, là-bas, en France, l'évolution intervenue fait profiter au préposé d'une quasi-immunité depuis que la victime, comme le commettant, ne peut plus le poursuivre, à moins qu'il n'ait commis une faute personnelle, détachable de ses fonctions, qu'il ait agi sans autorisation, en dehors de ses fonctions et à des fins étrangères à ses fonctions. Au Sénégal, la solidarité reconnue par le COCC entre commettant et préposé oblige à rappeler qu'après l'obligation à la dette, il y a la contribution à la dette et que le commettant, rien ne peut l'empêcher a priori à demander au préposé sa part contributive. La loi ne manque d'ailleurs pas de préciser que le civilement responsable peut exercer un recours contre son préposé. On pourrait même être tenté d'envisager la responsabilité du préposé à l'égard du commettant pour faute lourde, consistant à abuser manifestement de ses fonctions, pour se référer à une certaine thèse que l'on a du mal à oublier. N'a-t-on pas déjà dit que le contrat de travail est l'un des contrats de dépendance par excellence? Le préposé mériterait, à mon avis, très certainement une meilleure protection dans ses rapports avec le commettant. On pourrait commencer par limiter ou exclure la possibilité de recours. C'est ce regard furtif que m'inspire la responsabilité du fait d'autrui. Après 50 ans d'application, je ne serai pas offusqué si demain une réécriture de toutes ces dispositions était entreprise. J'ai aussi toutefois une inclinaison à m'interroger dans d'autres domaines, le droit de la preuve et le droit des contrats. J'ai eu à me demander si la formulation de l'article 9 du COCC était bien ciselée. Celui qui se prétend libéré doit prouver que l'obligation est inexistante ou éteinte. Article 9, alinéa 2. Si le débiteur estime qu'il est libéré, c'est qu'il reconnaît qu'il était tenu. Donc il est logique qu'il apporte la preuve de l'extinction de l'obligation. En revanche, pourquoi devrait-il être tenu pour une obligation qui n'existe pas? Lui demander la preuve de l'inexistence de l'obligation me semble inverser les rôles, car je crois savoir que les risques de la preuve incombent au créancier qui doit attester de l'existence de sa créance. Le débiteur ne dit pas qu'il est libéré, il dit que la créance est inexistante. Il y a une nuance. C'est celui qui est libéré qui prouve qu'il est libéré, celui qui dit qu'il n'a jamais été tenu, il appartient au créancier de prouver qu'il est tenu en apportant la preuve, mais pas au débiteur de prouver l'inexistence de l'obligation. Mais il se pourrait que je fasse une lecture au premier degré qui conduit rarement à l'essence du sens. Il me faut donc éviter d'insister plus qu'il ne faut. Par contre, on peut se souvenir de l'incertitude devant l'absence de texte qui a marqué pendant longtemps le droit français sur la question du contrat par correspondance. Paradoxalement, le législateur sénégalais n'a pas su en profiter. En effet, la lecture de l'article 82 du COCC ne manque pas de faire tressaillir. Entre absents, le contrat se forme comme entre personnes présentes au moment et au lieu de l'acceptation. Alinéa 1. Alinéa 2. Cependant, si l'offre est acceptée tacitement, le contrat se forme au moment où l'acceptation tacite est réputée être intervenue. Le regard posé sur l'article 82 laisse apparaître qu'il s'agit d'une fausse solution, doublée d'une fausse altérité. On peut d'abord estimer que littéralement, et malgré la fausse analogie avec le contrat entre personnes présentes, c'est le moment de l'acceptation qui est celui de la conclusion du contrat. Théorie de l'émission. Mais alors, dans ce cas, le deuxième alinéa de l'article 82 constitue l'illustration typique de ce que peut être une maladresse rédactionnelle. Le terme « cependant », utilisé en début de phrase, augure de l'existence d'une dérogation à l'alinéa premier. Or, il est manifeste de constater que c'est tout le contraire. Le texte consacre sans équivoque la théorie de l'émission, car le contrat est formé au moment où l'acceptation tacite est réputée être intervenue. Les deux alinéas de l'article 82 retiendraient alors la même solution. Et comme on ne peut solliciter ici la vertu pédagogique de la répétition, il y a lieu de prendre acte de l'inutilité de l'alinéa 2 de l'article 82. Mais une seconde lecture du texte peut laisser penser que l'on se trouve dans le système de la réception.
dans la mesure où le texte assimile le contrat entre absents au contrat entre personnes présentes. En effet, entre personnes présentes, le sollicitant sait que son vis-à-vis a accepté, il est informé, il a immédiatement connaissance de l'acceptation. On pourrait ainsi considérer que l'alinéa 1 est favorable à la théorie de la réception et que l'alinéa 2 renvoie à la théorie de l'émission. Mais même sous ce registre, on aurait aussi sans aucun doute toutes les difficultés pour rendre intelligible une telle distinction. C'est pourquoi peut-être le professeur Tosi a manifesté quelque peu son embarras, mais aujourd'hui on sait quelle est l'évolution générale, avec l'acte uniforme de OHADA, avec la vente internationale sur la marchandise, avec les principes du droit, c'est la théorie de la réception. C'est ce genre d'inconduite qui peut rendre tendues mes relations affectives avec le COCC, mais comme je ne peux point que ma déception se transforme en désespérance, je milite fortement en faveur d'innovations révigorantes. C'est le deuxième et dernier terme de mon propos. Des innovations à consacrer. On peut être tenté de vouloir introduire dans le COCC plusieurs innovations, surtout qu'il semble que le temps est propice pour des réformes d'envergure, comme cela est en train de se produire chez ceux qui nous ont le plus inspirés. Même parmi ceux qui sont intervenus ce matin, ils envisagent une éventuelle codification. Mais chez eux, là-bas, il aura fallu attendre un bicentenaire pour y procéder. Et comme il me plaît de rappeler, depuis le début de mes propos, l'impératif de ne point dissocier le contexte en cause, j'éviterai donc d'être prolixe dans mes propositions innovantes, surtout que le WADA semble vouloir asseoir à travers son hégémonie concéder toute son ambition. C'est pourquoi j'ai fait le pari de n'envisager que deux aspects dans le COCC, le contrat et la responsabilité, tous deux reconnus comme principales mamelles des sources de l'obligation. Sur le contrat, je serai plus disert, bien que mon regard ait rencontré une double aspiration, revivifier l'obligation de loyauté et renforcer la protection du consentement. Je suis parvenu à me convaincre de l'idée que la liberté contractuelle ne doit pas ou plus se résumer à vouloir ou ne pas vouloir s'engager. Elle doit être accouplée avec la pleine conscience de devoir agir ou de s'abstenir, mais en se comportant en toute loyauté, non seulement à l'égard de celui avec lequel on contracte, mais aussi dès l'instant que l'idée même du contrat est matériellement envisagée. Certes, cette loyauté dans le contrat est déjà connue. La loi, le juge et la doctrine n'ont jamais omis de la solliciter, soit pour édulcorer sa densité, soit pour paralyser l'obligation, soit pour maintenir son exécution, soit pour l'anéantir. Dans cette opération de régulation, elle apparaît souvent sous les traits de la bonne foi, voire parfois de l'équité. Et dans cette acception, elle est même admise lors des négociations entre potentiels contractants. La loyauté produit ainsi souvent un effet anesthésiant positif quant aux résultats recherchés. C'est certes un moyen opératoire pour le juge de s'infiltrer dans l'affaire des parties, mais l'expérience n'a jamais démenti l'usage empreint de sobriété qui en est fait. La permissivité de la loi a ainsi donné au juge un remarquable outil de modération des tensions contractuelles. Ce pouvoir du juge peut d'ailleurs s'amplifier avec l'apparition des nouveaux standards sur lesquels le droit s'appuie de plus en plus. Le raisonnable, l'excessif ou encore le manifeste constituent autant de nouveaux boulevards que le juge pourra emprunter sans excès. Ce rappel de l'usage utilitaire de la bonne foi me permet d'ajuster ma suggestion. Le principe de loyauté devrait, selon nous, avoir une portée générale, depuis l'idée du contrat jusqu'à sa réalisation. En d'autres termes, il s'agirait de faire du principe de loyauté un élément indissociable du principe de la liberté contractuelle, celle-ci ne pouvant se suffire à elle-même au risque de perdre son âme. La liberté contractuelle sans la loyauté est une liberté sans responsabilité, elle porte en elle-même les germes de sa destruction. L'opportunité pour le législateur serait de partir de ce souci pour encadrer de façon cohérente tout le processus contractuel absent du COCC sous le sceau du principe de loyauté dans ses différentes variantes. Obligation de renseignement qui n'exclut ni le devoir de se renseigner, ni l'obligation de confidentialité, devoir d'assistance, de conseil, de mise en garde. Il faudrait alors utiliser cette boîte à outils par gradation en tant que de besoin chaque fois que la qualité des contractants ou la nature du contrat en fait une nécessité. C'est sous ce couvert que je milite en faveur du principe de loyauté transcendantale qui pourrait ainsi répondre un tant soit peu à l'appel du solidarisme contractuel qui a l'indéniable mérite de nous faire souvenir que le contrat est aussi un partenariat, une coopération, une collaboration, voire une association, même si je n'ai aucune appétence à son égard, à l'égard du solidarisme contractuel. La loyauté dans la négociation, dans la conclusion et dans l'exécution devrait ainsi, à mon sens, marquer l'esprit du contrat, son identité, par une protection renforcée de cette volonté. Mais il y a aussi
la réticence dolosive dont on a parlé rapidement, et peut-être y ajouter la violence économique, mais je ne vais pas m'attarder sur ces deux vices du consentement. Pour terminer mon propos, c'est plutôt la responsabilité civile. On aurait pu ici envisager plusieurs séries d'innovations, tant la matière est bouillonnante de turbulences, qui appellent pour certaines d'entre elles à être réfrénées. Ainsi, l'admission du principe de précaution pourrait être encouragée dans un environnement de plus en plus ouvert aux risques et aux incertitudes susceptibles de générer des dommages irréversibles. Le principe de précaution aurait été de nature à réduire, dans une certaine mesure, les hypothèses de réalisation de tels dommages. Il apporte, dans la fonction préventive de la responsabilité, une fonction nouvelle d'anticipation. Le droit de l'environnement, comme le droit médical, l'ont déjà consacré. La loi 2009-27, portant sur la biosécurité, dispose, par mesure de précaution, les charges et les risques liés aux organismes génétiquement modifiés sont évalués et circonscrits le plus tôt possible. Lorsqu'il existe des incertitudes quant à l'existence ou la portée des risques sur la diversité biologique, la santé humaine et animale, les autorités doivent prendre des mesures de protection en attendant que la véracité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées. Par ailleurs, l'UMOA, dans son règlement 07-2007 relatif à la sécurité sanitaire des végétaux et des animaux, dispose dans un article, en cas de risque de dommages graves et irréversibles en matière de sécurité sanitaire, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir ces risques. Il serait mieux que le droit civil de la responsabilité prenne aussi en compte le principe de précaution à titre de relais ou de complément. De même, il me reste à porter l'accent sur la faute. Je vais être obligé de limiter mon propos, parce qu'il y a tellement de choses à dire. On connaît l'idéologie de la réparation. On est passé du mal subi au mal guéri, et on a quitté l'indemnité de réparation pour en faire une créance d'indemnité. La faute, c'est objectiver. Mais aujourd'hui, mon problème, moi, si on met abstraction de tout cela, c'est de s'interroger sur l'instrumentalisation de la faute. J'avoue que j'ai dû sauter 3 paragraphes qui portaient sur des questions fondamentales, mais je préfère celle-là. Lorsque l'auteur du dommage fait jouer à la faute un rôle qui n'est plus véritablement le sien, en cherchant à tirer profit de la commission de sa faute, le droit de la responsabilité civile est impuissant. C'est toute la problématique sur les fonctions de la responsabilité civile que pose ainsi l'appel aux dommages et intérêts punitifs à la suite d'une faute lucrative. La faute lucrative est une faute stratégique que l'on met volontairement pour obtenir un résultat identifié à l'avance, tirer profit de la situation illicite. Elle est connue depuis longtemps chez les anglo-saxons, malgré ses dérives. En France, c'est encore discuté. Le législateur français, dans l'avant-projet, a été frileux. Il l'a préféré à l'amende civile. Mais moi, je demeure convaincu qu'on pourrait adopter le principe de la faute lucrative et des dommages-intérêts punitifs. Peu importe l'appellation qu'on lui donnerait, l'essentiel, c'est de ne plus permettre que l'inconduite notoire manifestée par un débiteur lui donne la possibilité de s'enrichir indûment. C'est pourquoi je milite pour la consécration de la faute lucrative et de la réparation qui l'accompagne, les dommages et intérêts punitifs, même s'il peut se poser quelques obstacles dans la mise en œuvre. J'ai essayé de vous distraire pendant longtemps, parfois par sérénade. Je ne suis pas sûr d'y être parvenu, mais mon affection n'a pas changé pour le COCC. Je continue à l'aimer, je l'aimerai toujours. Je sais que je vais devoir bientôt écouter, sans l'entendre, le refrain de Requiem du professeur Pape Talafal. Mais je puis certifier que même si demain le COCC, dans sa partie contractuelle, devait être emporté par une attaque létale de l'OADA, je ne serai ni contrit ni meurtri, car selon un auteur profondément médusé, Marcel Fontaine, l'avant-projet alternatif de l'acte uniforme sur le droit des contrats contient encore et toujours des germes dérivés du COCC
matinée de principe unidroit, issu de ses propres propositions qui, en 2004, n'avaient pas été retenues. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention.